أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إفري الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite de ce cours où là on est peut-être sur la thématique la plus, si je puis dire, euh, on va dire une thématique qui est pas évidente à aborder avec euh, au niveau de ce sujet parce que ça amène beaucoup de passion dans le débat, ça amène beaucoup de passion, mais qu'on le veuille ou non, on est obligé d'y traiter de part aussi également les clichés qu'on entend aujourd'hui, et notamment sur les réseaux sociaux, avec certains groupes comme par exemple certains identitaires européens ou et notamment français, vu qu'on parle du monde francophone, ou les kémites, etc. On entend toutes sortes de clichés et de questions sur le lien entre la race, entre guillemets, et l'esclavage. Donc, alhamdoulilah, cette partie du cours-là, après avoir vu les différentes catégories d'esclaves, etc. Et déjà ce qu'on a vu dans le dernier cours. Alhamdulillah, ce cours-là, enfin cette partie-là de notre cours, nous permet justement de répondre et de montrer déjà de un, effectivement, la gestion des esclaves d'une certaine, entre guillemets, race, etc. Mais également nous permet aussi de, si je puis dire, de répondre aussi à certaines fausses accusations que l'on entend. C'est-à-dire qui ont fait le distinguo entre ce qui est dit au niveau des sources et on rentre dans les sources également, comment l'ont expliqué et les réponses qu'ont donné les ulama euh, à certains sujets et la réalité civilisationnelle et politique et sociétale en fait de la société. Fait vraiment le distinguo entre les deux et le but c'est de répondre de la manière la plus objective possible aux différentes accusations. Mohim. Bismillah, commençons. Alors, bien que d'autres auteurs arabes écriront des ouvrages vantant ce qu'on pourrait définir comme étant la négritude, donc le fait d'être noir, comme par exemple Ibn Araq et son Kanz al-Zinad, wal-Wari fi Zikr Abna as-Sabari, Ibn Abdillah al-Baqi dans son Tiraz al-Manqul fil Mahasin al-Hubut, donc le brocard bordé sur les vertus des Éthiopiens. Jarfar ibn Ahmed al-Muqri avec son Kitab Zoud al-Soudan, donc le livre de l'ascétisme des hommes noirs. On pourrait aussi faire mention du Kitab al-Soudan wa Fadlihim ala al-Bidan, le livre des vertus des Noirs sur les Blancs, d'Ibn Kirshir al-Nashi. On peut également citer le Kitab al-Rawnaq al-Ihsan fi Fadail al-Hubshan, donc la splendeur du beau au sujet des Éthiopiens, du savant mécois Khalifa az-Zamani. Azamzani. Azamzami. Ouais, je commence à être vieux, je commence à plus voir grand-chose. Et en plus, le translittérer, c'est pas toujours évident. On peut aussi citer le Tanbih, à l'Oltorian, Alal Hurriyat as-Soudan, donc alerter les oppresseurs au sujet de la liberté des Noirs, de l'imam Mohamed Hassan aussi al-Jalimi,
rédigé au début du XIVe siècle égérien, soit le XXe siècle du calendrier chrétien. Dans les faits, de nombreux érudits s'étaient aussi levés contre les politiques négrophobes, parfois prises par les autorités. On se souvient ainsi de la résistance affichée de Abd Salam Jazouz Hamdoun, un grand érudit originaire de la ville de Fès et descendant de juifs convertis à l'islam, et il s'était fermement opposé à l'enrôlement forcé des Noirs du Maroc par le sultan Moulay Ismail, qui voulait d'eux pour son armée. Donc en gros, cet imam, ce shir s'est opposé à l'enrôlement forcé des Marocains noirs pour l'armée du sultan. Donc en 1909 de l'Hégire, soit en 1698 du calendrier chrétien, il avait en ce sens publié une fatwa explicitant qu'il était contraire à la charia de réduire à l'état d'esclaves des individus libres et musulmans. Il dit ceci: nous avons grandi avec eux dans la même ville, nous les connaissons bien. Il dira de ses voisins noirs appelés à renoncer à leur liberté pour servir à la guerre. Face à son entêtement, le sultan le fera plus tard arrêter, promener dans les marchés sous les insultes avant de le faire étrangler. On rapporte également qu'avant de mourir, il avait écrit sur un petit papier et jeté à la foule qu'il préférait mourir plutôt que de violer un principe fondamental de la charia, qui est, comme on le répète, qu'un homme libre et musulman ne peut pas être réduit à l'état d'esclave. C'est-à-dire qu'un homme qui a été libéré ou né libre et musulman ne peut pas euh, devenir esclave. Donc sa maison, ses livres, ses enfants et sa femme et tout ce qui lui appartenait ont été vendus. Donc d'autres personnalités du pays comme Ahmed Bourdoula avaient également à ce moment-là rejoint la fronde. Plusieurs des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'ont-ils d'ailleurs pas été noirs. Il y a d'abord le cas de Bilal ibn Rabah, un des plus célèbres compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pieux et vaillant combattant, il est avant tout connu pour avoir été le premier mueddin de l'histoire. La réalité est-elle là, dira Malek Shebel. C'est d'abord un homme noir qui le premier avait appelé les croyants à s'agenouiller devant Allah Azawajal. Ammar ibn Yasir était également noir. Amr ibn al-As et son neveu Uqba ibn Nafi' ont eu également une mère mère une femme noire. Donc la mère de Ammar, donc Soumaya bint Khayyat, est par ailleurs comptée comme la première des martyrs de l'islam. Ayman, ancienne servante de Amina et mère du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, était noire aussi. Et quand on parle de Ayman, c'est un peu une maman. C'était, si je puis dire, une nourrice du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est un petit peu une deuxième maman pour lui, parce qu'elle a toujours pris soin de lui après la mort de sa mère, et a toujours été proche de lui, a toujours pris soin de lui, et d'ailleurs elle est devenue musulmane, et Ayman était noire également. Et Ayman a donné naissance à un célèbre compagnon, c'est-à-dire Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, donc un métis arabo-abyssin, parce que son père, Zayd ibn Thabit, était un arabe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait aussi eu coutume de conseiller à ses proches d'aller écouter le Coran auprès de Salim, un noir affranchi, car sa récitation apaisait les cœurs. Donc le premier martyr de la bataille de Badr serait un autre noir, donc du côté des musulmans, Murja, et selon Tabari, les trois premiers versets du Coran de la sourate Al-Ankabut
serait même descendue à son sujet. Zufar. Donc, on parle d'elle dans un hadith qui nous a rapporté d'après Atta ibn Abi Rabah, qui rapporte ceci. Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, dois-je te montrer une femme du peuple du paradis? J'ai dit oui. Il a dit, cette femme noire est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il a dit, et lui a dit qu'elle a des crises d'épilepsie durant lesquelles son corps se découvre. S'il te plaît, invoque Allah pour moi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, si tu le veux, sois patiente et tu entreras au paradis. Mais si tu le souhaites, j'invoquerai Allah pour qu'il te guérisse. Elle dit, je resterai patiente. Et elle ajouta, mais je me découvre, alors s'il te plaît, invoque Allah pour moi afin que je ne me découvre plus. Et Allah Azza wa Jal, et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam invoqua donc Allah Azza wa Jal pour elle dans le sens où elle ne se découvre, elle ne puisse plus découvrir sa awra lors de ses crises. Donc elle était, donc c'est Zufar était également appelée Sa'ira al-Asadiya Basira. Et donc c'est une Médinoise qui était mariée avec un autre esclave noir du nom de Maurice avant de divorcer de lui. Maurice était émettant Barira qui la suivait dans les rues de Médine, ses larmes coulant sur sa barbe. Et en voyant l'amour que lui portait cet homme, le prophète alayhi salatu wassalam avait demandé à Barira si elle ne souhaitait pas le reprendre pour mari, mais elle refusa prétextant ne plus avoir besoin de lui. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a alors accepté sa décision de ne pas se remarier. On peut également prendre un exemple Mihjan, et Mihjan, c'était une femme âgée qui avait pris l'habitude de nettoyer la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Et un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, ne la voyant plus, avait demandé après elle, et lorsqu'il fut informé qu'elle était décédée, le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas apprécié de ne pas avoir été tenu au courant de son décès. Et il allait immédiatement à sa tombe pour prier sur elle. Julaybib. On peut également prendre l'exemple de Julaybib. Donc les figures noires sont nombreuses à avoir grandi autour de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. À tel point que certains ulémas racontent que près d'un tiers des compagnons étaient des noirs, d'autres rapportent plus. Lequel n'a pas manqué de fustiger à différentes occasions le racisme à leur encontre. On peut prendre en exemple son discours lors de l'unique et dernier pèlerinage qui sera d'ailleurs très explicite. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni du blanc sur du noir, ni du noir sur le blanc, si ce n'est par la piété. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, dans le terme en arabe pour blanc et noir, il s'agit pas réellement du blanc et du noir tel qu'on l'entend en fait dans l'application contemporaine, mais du noir sur la personne rouge, la personne qui peut changer de couleur avec le soleil, etc. Donc quelqu'un qui est plus clair et qui peut être atteint par le soleil, en gros. De ce que je me souviens sur l'explication de ce hadith. C'est d'ailleurs vers un souverain noir et d'ailleurs chrétien, le Négus d'Abyssinie, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, invitera ses compagnons de la première heure à se rendre afin de fuir les persécutions des polythéistes de la Mecque. Le premier pays étranger à avoir accueilli donc des réfugiés musulmans sur son sol a ainsi été un pays d'Afrique noire. Même si, lorsqu'on connaît les liens entre l'Abyssinie et les Arabes et l'arabité, est beaucoup plus complexe que ça. Donc, pour l'arabe, l'homme noir n'a donc pas d'emblée constitué, euh, n'a donc pas d'emblée constitué un être à l'infériorité marquée et naturellement taillé pour la servitude. Les Arabes de l'époque du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam ont eu aussi d'autres Arabes en guise d'esclaves, mais aussi des Blancs ou des Perses. Mais une précision ici est nécessaire. Le noir connu
et dans la pensée générale de l'arabe est avant tout un abyssin, seul noir que l'arabe connaît à cet instant. Par la guerre ou le commerce, les Arabes avaient une connaissance très fine de ses voisins à la peau sombre, pour lesquels ils avaient souvent beaucoup d'estime. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la pensée générale par exemple, de l'occidental ou du maghrébin, le noir est avant tout le ouest africain. Lorsqu'on parle de noir à un Européen ou à un ouest africain, on va penser au noir, ou à un maghrébin, on va tout de suite penser au noir ouest africain. On va pas parler en tribu, en, on va pas parler en ethnie, dans les différentes ethnies, on va parler en pays, histoire de faire simple. Donc, on va penser aux Maliens, aux Sénégalais, aux Camerounais, aux Congolais, etc. Enfin, quand je dis ouest africain, c'est ouest africain et Afrique centrale. On va pas penser naturellement aux Soudanais, à l'Érythréen, aux Somaliens, etc. Pourquoi? Parce que c'est les Noirs qui sont le plus près, géographiquement parlant, et les Noirs aussi des régions auprès desquelles il y a eu aussi une traite négrière, que ce soit pour les Européens, les Maghrébins, etc. Du coup, c'est en ce sens où le, c'est en ce sens en fait où il faut comprendre le rapport que pouvaient entretenir les Arabes avec notamment l'Abyssinie et la Corne de l'Afrique. Il ne serait ainsi pas exagéré de penser que les Arabes à l'aube de l'islam ne se voyaient pas plus évolués que ses voisins immédiats du continent africain, qui avaient par le passé tenu de puissants royaumes et mené de grandes guerres, au contact des peuples noirs de la Corne de l'Afrique et du Sahel. Encore païens et regroupés en des sociétés moins organisées, les Arabes vont, comme nous l'avons vu, éprouver d'autres sentiments moins flatteurs. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est pas tant le statut de noir qui a pu amener, c'est pas tant le statut de noir en soi qui a pu amener des critiques, comme on l'avait vu la dernière fois, mais c'est beaucoup plus, on va dire, une question de pratique et de société. Le contact avec des sociétés qui étaient polythéistes, paganistes, peut-être moins ancrées dans une forme de civilisation, comme pouvaient le comprendre les Arabes, c'est beaucoup plus ça qui a amené, on va dire, de la critique, de la discrimination, etc., que le statut de la couleur de peau en soi. Donc on est dans un cadre de discrimination d'ordre social et civilisationnel beaucoup plus que d'ordre racial tel que on le comprend aujourd'hui, notamment avec les études racialistes et son pendant le plus exagéré qui est la, hum, l'eugénisme. En gros, c'est à partir du moment où on écarte le fait religieux, l'attachement religieux, qu'on essaye de remettre la rationalité et la science, entre guillemets, au centre de la chose, la civilisation n'est plus basée sur une attache religieuse, une compréhension religieuse des choses, mais est basée sur quelque chose de physique, de tangible, de palpable. Donc là, on rentre dans le cadre où, à partir du moment où tu n'es pas ancré dans une civilisation et dans une société qui met la science en avant, la rationalité en avant, etc., lorsque tu es plus proche de la nature, etc., euh, tu rentres dans le cadre de la catégorie, on va dire,
raciale et très souvent, les sociétés étant plus, les sociétés, si je puis dire, en fait, les sociétés entre guillemets sauvages étant beaucoup plus des sociétés avec une peau sombre, des traits entre guillemets négroïdes marqués, c'est cela qui a fait amener à dire que, par exemple, le noir est le chaînon manquant, comme certaines théories euh, occidentales qu'on a entendues au XVIIIe et XXe siècle, que le noir serait le chaînon manquant entre le singe et l'homme et autres. Pourquoi? Puisque il n'y a plus cette pensée qui fait que un homme peut avoir un comportement d'animal, mais si il prend cette part de spiritualité, par exemple l'islam, et décide de suivre les enseignements divins, les enseignements islamiques, etc., devient de ce moment-là, à partir de ce moment-là, quelqu'un d'élevé spirituellement parlant, et donc quelqu'un de civilisé, dans ces cas-là, ça casse tout le paradigme de la vision coloriste et de la vision raciale, telle qu'on l'entend par contre dans une société qui met le matériel et l'intellectuel en avant. Puisque la réalité, la science et les connaissances n'est pas la même dans une société dite tribale, entre guillemets, sauvage, etc., beaucoup plus proche de la nature avec certains pratiques, et une société qui est beaucoup plus matérialiste, industrialisée, etc. Et c'est toute cette évolution de pensée-là qui fera que le noir sera toujours vu comme inférieur par rapport au blanc. Avec toutes les théories aussi, comme quoi l'homme noir ayant des traits physiques qui sont différents que celui du blanc, donc forcément a une morphologie qui est différente de celle du blanc, et donc a une infériorité due à à la morphologie caucasienne, etc. Enfin bon. Mais dans les faits, excepté la traite des Indes en Irak entre le 1er et le 3e siècle de l'Hégire, soit entre le 7e et 9e siècle du calendrier chrétien, la mise en esclavage des Noirs ne s'est véritablement généralisée qu'après la conversion massive à l'islam des peuples berbères et turcs, qui, tant qu'ils étaient païens, avaient longtemps servi d'esclaves. Puis, par la suite, devenus musulmans, ils ne pouvaient plus être saisis ou vendus aussi aisément. Il fallait donc tourner son visage ailleurs, et l'Afrique subsaharienne se présentait comme une cible toute trouvée. Complètement perméable, longtemps païenne ou faiblement islamisée, le continent noir n'avait qui plus est aucune force capable de s'opposer à un commerce qui en réalité servait bon nombre de ses propres rois, déjà adeptes aguerris de l'esclavage. Par exemple, Ali Yaqoubi avait déjà dénoncé les proportions atteintes dans cette traite interne dès le IIIe siècle de l'Hégire, soit le IXe siècle du calendrier chrétien. Nous savons qu'au sommet de leur puissance, le sultanat du Mali à l'époque de Mansa Moussa ou le califat Sokoto à son paroxysme sous Othman ibn Foudi, donc Osman Dan Fodio, avaient par moments eu plus d'esclaves que d'hommes libres en guise d'habitants. On sait même que de différentes sources que bien des notables et souverains d'Afrique de l'Ouest ont eu des esclaves féminines venues de Syrie ou d'Arabie. Les routes de la traite allaient souvent dans une direction, mais elles n'ont bien évidemment été jamais à sens unique. Donc la traite des Noirs en direction du monde arabo-musulman a donc d'abord relevé d'une question de praticité. Donc c'était quelque chose de pratique. La question de la race, et non celle de la religion primordiale, n'interviendra qu'en second plan. Donc en gros, il n'y a pas du tout, c'est pas du tout une question ici de race, de couleur de peau ou d'ethnie qui faisait en sorte que l'esclavage a été important en Afrique. C'était tout simplement une question de
euh, d'aspect pratique. Puisque beaucoup de gouverneurs, noirs, musulmans ou non, pratiquaient la mise en esclavage euh, au sein de leur propre peuple. Du coup, il était beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé de faire du commerce avec ces populations-là. De plus, le fait que les populations musulmanes étaient minoritaires, souvent pas pas islamisées, euh, ou soit donc l'islam était peu présent ou partiellement présent chez les populations noires. Du coup, il était difficile de distinguer qui était musulman, qui ne l'était pas. De plus, l'esclavage étant déjà pratiqué par les populations locales, c'est tout simplement en fait une question de pratique. C'est pas forcément quelque chose qui a été recherché, voulu, comme pouvait l'être euh, l'esclavage et la traite transatlantique. Il y a eu des esclaves noirs dans le Ma'rib, dans le Mashrek, dans le Cham, en Anatolie, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vendeurs d'esclaves noirs. Si si il n'y avait pas au sein de ces mêmes populations noires une traite, une traite négrière qui était déjà présente au sein de la propre population noire, de ce qui est vu, les musulmans n'iraient pas forcément eux-mêmes chercher des esclaves dans ces populations-là. C'est parce qu'il y a un commerce qui existe qu'ils pratiquaient l'esclavage. Donc l'importation de noirs dans le monde arabo-musulman n'a cependant pas été sans conséquence. Si les hommes noirs, affranchis ou non, ne se mariaient le plus souvent qu'avec des femmes noires ou métisses, offrir sa fille arabe, berbère ou turque à un homme noir relevait de l'exception. Les esclaves noirs et féminines finissaient très généralement par offrir à leur maître, entre guillemets, blanc, une progéniture métisse, donc hagine. Le concubinage avait aussi de profondes conséquences. Comme la plupart des pères appartenaient à la, entre guillemets, race blanche et les mères à la race noire, leurs enfants étaient génétiquement ce qu'on appelle mulâtres. Le croisement mena inévitablement à l'apparition d'une population mixte observable dans tout le monde arabe et en Afrique du Nord. Donc ça, c'est d'après L'esclavage dans le monde arabe de Gordon Murray. Du Maroc à l'Arabie, on le voit aujourd'hui, et plus particulièrement dans les régions frontalières avec les pays du Sahel, les populations offrent très souvent un phénotype proche du noir. Dans l'Égypte du XIIIe siècle égérien, soit le XIXe siècle chrétien, au pic de la traite, la majorité des esclaves étaient des femmes noires, comme nous le rappelle Robert Brunswick, lesquelles finalement devaient fréquemment partager la couche du maître, un arabe du pays. Et les analyses ADN pratiquées sur des individus issus d'Afrique du Nord ou de la péninsule arabique montrent ainsi assez souvent des liens de parenté avec l'Afrique subsaharienne. Ce métissage afro-arabe est encore plus visible sur les côtes de l'Afrique de l'Est, ainsi qu'à Oman, où les Noirs et les Arabes se sont côtoyés puis mélangés pendant environ un millénaire, et d'autant plus après le XIe siècle de l'Hégire, soit le XVIIe siècle chrétien, au moment où la traite a connu son apogée dans l'océan Indien. En Arabie, plus de 10% de la population est encore composée d'Afro-Arabes, d'hommes et femmes d'ascendance noire africaine. On peut prendre en exemple certaines personnalités contemporaines du royaume. Certaines personnalités contemporaines du royaume en sont de parfaits exemples. Par exemple, l'astronaute Rayana Barnaoui, la première femme, entre guillemets, afro-arabe à se rendre dans l'espace. Les prêcheurs Adil Al-Kalbani et Suleyman Al-Jubaylan sont également des afro-arabes.
l'ancienne star du football Majid Ahmed Abdullah ou encore le bourreau Mohamed Saad Al-Bashi. Donc ces personnalités sont souvent métisses. L'Égypte a même eu un afro-arabe en guise de président avec Anwar al-Sadat. En se tournant vers le passé, on se rappelle d'ailleurs que la quasi-totalité des souverains musulmans à partir de la moitié du règne des Omeyyades ont été des fils d'esclaves qui étaient toutes concubines de leur père. Si beaucoup de ces dames ont eu le teint clair, une partie non négligeable d'entre elles ont aussi été des femmes noires. On peut prendre en exemple le calife fatimide Al-Mustansir, qui a eu une mère noire, la célèbre Rassad. Un, pendant un temps, la régence du califat chiite de 435 de l'Hégire à 463 de l'Hégire, donc soit de 1044 à 1071 du calendrier chrétien. Ainsi, des siècles plus tard, Moulay Ismaïl, qui en plus d'avoir une mère noire, avait eu comme première épouse une autre femme noire, Leila Aïcha. Pour certains auteurs comme Tidjai Ndiaye, pour ne citer que lui, ils n'ont pas hésité à accuser les Arabes d'avoir prémédité le lent génocide des peuples noirs importés. Comme nous l'avons vu plus tôt, comme nous l'avons vu plus tôt, et l'observation de la composition des peuples arabo-musulmans montre que cette idée de, entre guillemets, génocide voilé ne repose sur rien de concret. D'ailleurs, les esclaves d'autres groupes ethniques ont tous connu des taux de mortalité plus ou moins similaires et pour les mêmes raisons, que ce soit la guerre, le trajet ou la maladie. Si le renouvellement correct des populations noires n'a pas toujours pu être réalisé, à la mortalité liée à leur activité doit être ajouté le phénomène de la castration pour les eunuques, phénomène qui a aussi touché des Blancs. Donc prêter aux Arabes de pareils dessins relève tout simplement du fantasme, comme n'importe quel autre esclave d'une autre couleur, le ou la noire a pu se marier ou être concubine d'un maître avant d'avoir de possibles enfants. La, entre guillemets, reproduction entre noirs a même été favorisée dans le cas des Abid Bukhari, par exemple. Mais à trop focaliser notre regard sur la traite des Noirs, nous pouvons presque oublier qu'ils n'ont pas été les seuls. L'esclavage, c'est une histoire de Noirs, mais aussi de Blancs et de bien d'autres. Donc, comme on le voit, les esclaves noirs, et je pense qu'on va s'arrêter là, comme ça on commencera la semaine prochaine, on fera un petit peu plus court, et la semaine prochaine, on commencera, on verra l'esclavage des Blancs. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que beaucoup de clichés, par exemple, vous prenez le génocide voilé de T.J. Ndiaye. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, mais T.J. Ndiaye, de base, n'a pas du tout une formation d'historien ou de journaliste. Un journaliste peut à la limite avoir un semblant de crédibilité euh, dans, dans un essai historique parce que il y a ce travail de comparaison des sources, de recherche dans les sources, etc. Mais de base, T.J. Ndiaye a une formation en économie. Il n'a pas du tout une formation ni de journaliste ni d'historien. Il a, peut-être pas en autodidacte, mais il a fait son essai historique euh, sans méthodologie. Autre point important aussi à prendre en compte, c'est que majoritairement, les sources de T.J. Ndiaye sont des sources qui viennent d'Occident et, euh, et a eu comme accompagnant dans son essai historique beaucoup de maîtres de conférences venant de la formation orientaliste.
Il faut comprendre que lorsque sort le livre du génocide voilé, on est en plein à l'époque justement de la négociation de réparation des entre guillemets afro-descendants, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on va généraliser histoire de faire simple. Donc des afro-descendants, que ce soit aux États-Unis, mais principalement dans les Antilles et dans beaucoup de régions qui a subi l'esclavage européen. Et on essayait en parallèle, histoire de noyer le poisson comme on dit, de ressortir des dossiers d'esclavage arabo-musulman ou quoi ou qu'est-ce, dans le but de retarder, pour ne pas dire de ne pas payer, les réparations qui étaient demandées et que avaient promis certains dirigeants aux afro-descendants mis en esclavage dans la Caraïbe, en Amérique latine ou aux États-Unis. Donc, il y a toute une propagande qui s'est construite. Et sans pour autant dire que la population musulmane a été meilleure dans l'absolu que la population, comment je pourrais dire ça, que la population européenne, même si dans beaucoup de faits, oui, il valait mieux être esclave en territoire musulman, comme on l'a dit à plusieurs reprises au sein de ces cours, il valait mieux être un esclave en territoire musulman, noir, blanc, peu importe son origine, qu'être un noir libre à l'époque de la ségrégation dans le sud des États-Unis, aux États-Unis, ou de l'apartheid en Afrique du Sud. Sur la question des castrations, comme on l'a vu également, ce n'était pas systématique dans le monde arabo-musulman. Beaucoup de personnes qui pratiquaient la castration étaient des populations non musulmanes, mais noires. Certains étaient polythéistes, d'autres étaient des chrétiens éthiopiens qui pratiquaient la castration et qui vendaient ensuite des esclaves castrés. Il y avait également des commerçants génois, vénitiens ou juifs qui se sont spécialisés dans la vente d'esclaves qui également pratiquaient cette castration. Dans de rares cas, elle a pu être pratiquée par des populations musulmanes qui en fait, avant leur islamisation, pratiquaient la castration et qui l'ont perpétuée pendant un temps avant que justement beaucoup de ulémas ne viennent euh, restreindre puis interdire cette pratique dans le monde musulman. Mhm. Toutes ces questions-là liées à la race noire, en fait, sont aussi vieux que le contact justement entre les Noirs et les Arabes, puisque des Noirs étaient déjà esclaves dans la société arabe pré-islamique. Mais ce n'est pas parce que les Noirs étaient esclaves dans la société arabe pré-islamique que les Noirs ne pouvaient pas avoir une certaine importance dans la société. Comparé à l'esclavage occidental dans la Caraïbe et les Amériques, euh, le Noir, même s'il restait esclave, pouvait atteindre un certain degré d'élévation sociale. Tout en restant esclave, il pouvait atteindre une forme de richesse, et quand on parle de richesse, c'est même dans le sens de la possession de biens, que ne pouvait jamais atteindre un esclave noir dans la Caraïbe ou les Amériques. Donc, toutes ces questions liées entre les Noirs, l'esclavage arabo-musulman, etc., sont à remettre en perspective avec la pensée, comment est-ce que l'islam et la civilisation musulmane a pensé l'esclavage, a traité et codifié l'esclavage, la question du commerce en tant que tel, et la question même du traitement des esclaves. Tout ça est à remettre en perspective. Et une fois que l'on a remis tout ça en perspective, on voit bien que, sans parler
sans parler si je puis dire, de copinage, que les Noirs étaient forcément, euh, qu'un Noir esclave était de facto l'égal d'un homme libre, musulman, etc., arabe, turc, peu importe son origine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence, à même pied d'égalité, la différence entre l'esclavage, comment il était géré et traité vis-à-vis des Noirs dans le monde musulman et dans le monde occidental, bien sûr, l'esclave noir dans le monde musulman avait une place, si je puis dire, importante, non seulement dans la réalisation de certaines tâches, mais pouvait aussi atteindre des degrés d'importance dans la société qui ont, si je puis dire, une importance non négligeable. Les Abid Bokhari, par exemple, c'était vraiment l'élite de l'armée du royaume du Maroc sous Moulay Ismail. Moulay Ismail ou Moulay Ismail. Euh, Autre point, beaucoup de sultans, de califes, etc., ont eu pour mère une concubine, donc une esclave noire. Et pourtant, ils ont atteint un des plus hauts statuts de gouvernance que l'on peut trouver dans le monde musulman, celui de gouverneur, et notamment de calife d'émir mu'minin. Est-ce que, est-ce qu'on peut dire que un enfant, entre guillemets, mulâtre, si on reprend les termes, est-ce qu'un mulâtre pouvait avoir ce même degré d'importance, c'est-à-dire que il pouvait hériter de de la gestion de la propriété par son père? Bien sûr que non. Est-ce qu'il pouvait atteindre des degrés de gouverneur au sein de certains États américains ou de certaines îles ou territoires des Amériques et de la Caraïbe? Bien sûr que non. Il y a tout ça à remettre en perspective. Tout ça est à remettre en perspective. Je suis pas en train de dire que il n'y a jamais eu je suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais eu de mauvais traitements sur les esclaves noirs, etc., que c'était tout beau tout rose. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on remet en perspective l'esclavage dans le monde arabo-musulman, et notamment ici l'esclavage des Noirs, à partir de la semaine prochaine, on verra l'esclavage des Blancs. Donc si on remet en perspective l'esclavage des Noirs dans le monde musulman comparé à l'esclavage des Noirs dans les Amériques, la Caraïbe, etc., les Noirs pouvaient beaucoup plus prétendre à une forme de liberté et d'enrichissement et de développement et d'influence dans la société que pouvaient l'être, qu'ils ne pouvaient l'avoir, sauf si ils arrivaient à fuir de la propriété qui est maintenant en esclavage et créer, on va dire, un micro-État d'esclaves rebelles dans le secteur et généralement, ça finissait très mal pour eux. Voilà. Donc, on va s'arrêter là et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va passer à la question des Blancs dans la question des esclaves blancs dans la société musulmane. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم